Philippe Louis, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau pour échanger sur la conférence sociale qui s'est tenue les 9 et 10 juillet. Quelles ont été pour vous les grandes avancées de cette conférence sociale et qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui en tirer comme enseignement et comme projet et peut-être comme espoir pour l'avenir? Alors, pour nous, c'était essentiellement une conférence pour établir un mandat social sur les 4 prochaines années. C'était un petit peu l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire avoir en ligne de mire un petit peu toutes les avancées sociales qu'on pouvait faire en 4 ans. Et donc, ce contrat, il fallait le mettre en place, savoir comment on allait pouvoir agencer les différents sujets et savoir dans quelle durée ça devait être traité. Donc on sait qu'il y a des sujets urgents et on sait qu'il y a des sujets qui peuvent un peu attendre. Donc on voulait que tout ça soit mis un petit peu orchestré. Au-delà de ça, on avait la question de la méthode aussi. Aujourd'hui, on sait que la loi de 2007 qui prévoit que les partenaires sociaux soient consultés avant qu'une loi ne paraisse, sur la méthode, on avait quelques remarques à faire. Vous savez que le Premier ministre pouvait saisir, ou peut toujours d'ailleurs saisir les partenaires sociaux. Les parlementaires, quand il y a un projet de loi, doivent aussi saisir les partenaires sociaux. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand les partenaires sociaux sont saisis, en fait, rien ne se passe parce que tout simplement, il n'y a rien de prévu pour qu'il y ait réellement une concertation entre eux pour déclencher une négociation. Et c'est peut-être ça la plus grande avancée pour nous de cette conférence sociale, c'est que maintenant il va y avoir un conseil du dialogue social qui sera chargé justement de cette mise en place. Alors donc ça c'est déjà une grande avancée. Est-ce que dans les projets, il y a par exemple un peu d'espoir pour la réindustrialisation, la redynamisation de l'emploi? Est-ce que vous entrevoyez quelques progrès à ce niveau-là et peut-être quelques bonnes nouvelles à venir pour les salariés qui sont inquiets aujourd'hui pour leurs emplois? Alors oui, là aussi, il y a des sujets qui vont être traités et qui traînaient un petit peu des pieds. Vous savez qu'il y a une négociation sur les ERP qui a été engagée. Cette négociation dure depuis pratiquement 2009 sans vraiment aboutir. Or, aujourd'hui, tout ça va être dynamisé. Alors, à travers justement la participation des salariés dans les conseils d'administration. C'est une grosse question qu'il faut poser. Est-ce que les salariés peuvent et doivent être dans ces conseils d'administration? Est-ce qu'ils doivent avoir un droit de vote dans ces conseils d'administration? En fait, ce qui est important, c'est la confiance qui peut s'installer entre les salariés et l'entreprise. Cette confiance, c'est une stratégie partagée. Et justement, dans ces conseils d'administration, c'est là que se partage la stratégie. Donc, si les salariés sont dans ces conseils d'administration, ils ont tous les renseignements, ils peuvent partager la stratégie de l'entreprise. Et une fois qu'on partage la stratégie de l'entreprise, après il y a les modalités de mise en place qui font que les syndicats peuvent vraiment être force de proposition pour pérenniser l'emploi. Alors on a un sujet très chaud en ce moment, c'est le dossier PSA. Est-ce que vous pensez qu'une telle démarche de faire intervenir les salariés au conseil d'administration aurait pu permettre d'anticiper ce que sont en train de connaître les salariés d'Aulnay et les salariés de Rennes, par exemple? Oui, tout simplement. Peugeot, qu'est-ce qui se passe chez Peugeot? Il y a une stratégie économique qui a été mise en place depuis plusieurs années. Et on voit que cette stratégie n'est pas payante parce qu'on arrive là maintenant avec des usines qui ont un taux de production occupé à 76%. Donc il y a eu à un certain moment des adaptations qui n'ont pas été faites. Si les salariés avaient été dans les conseils d'administration, peut-être qu'on aurait pu influencer effectivement les grandes décisions de Peugeot depuis quelques années. Et c'est de l'adaptation permanente. Quand on arrive à un point où on ne peut plus que faire le constat qu'il y a des pertes, qu'on n'a plus suffisamment de production et qu'on a trop de salariés, c'est là que ça fait mal. Or, si on arrive à fluctuer au fil des années, il n'y a pas besoin de plans sociaux, il y a besoin juste d'adaptation au fil du temps. Et c'est ça toute la différence. Donc encore faut-il que les salariés présents au conseil d'administration ne soient pas là simplement pour être un alibi de participation des salariés à des décisions et à des comptes rendus aux actionnaires, mais encore faudrait-il qu'ils aient des voix délibératives. Alors il faut qu'ils aient voix délibérative, il faut qu'ils aient accès à tout, comme tout autre administrateur, à toutes les données du problème. C'est vraiment être acteur dans ce conseil d'administration, c'est pas juste là
Je pense que c'est ce qu'on peut reprocher un petit peu aux lois Auroux. Vous savez, les lois Auroux dans l'entreprise a fait plus de l'accompagnement. Et donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est devenir acteur. Donc, il faut passer de l'accompagnement à l'anticipation et pouvoir peser sur les décisions. Et vous pensez que les représentants des salariés sont formés à entendre ce genre de discours et à prendre ce type de décision? Ou est-ce qu'il va falloir que les organisations syndicales leur donnent une nouvelle formation, que les salariés eux-mêmes se mettent au point? Parce que très compliqué de savoir lire un bilan social, encore plus compliqué d'avoir la traduction auprès de ce que ça rend chez les actionnaires, quand les objectifs sont, il faut gagner plus l'année prochaine que l'année dernière, mais pourquoi? Mais pour gagner plus. Est-ce que les salariés sont prêts à entendre ça? Est-ce que les salariés, parce qu'on est quasiment dans la cogestion, que certains syndicats refusent d'ailleurs. Alors, moi je n'irai pas jusque-là, on n'est pas dans la cogestion, dans la mesure où bon, on participe à la mise en place de la stratégie, c'est-à-dire qu'on va apporter le point de vue des salariés, on va apporter vraiment les répercussions sociales. Peut-être que justement, comme vous le dites, dans un conseil d'administration, on n'a que le point de vue financier qui est représenté. Alors qu'avec le point de vue social, ça peut aussi changer la donne. Il faut aussi que les actionnaires se rendent compte qu'il y a un côté social qui peut leur rapporter aussi beaucoup, et pas que la finance. Exactement. Donc ça, c'est une grande avancée. Est-ce que sur la méthode de la nouvelle équipe gouvernementale, vous avez senti une manière, une volonté de collaborer beaucoup plus avec les organisations syndicales que l'ancienne équipe où tout se passait plus à l'Élysée qu'au ministère du Travail? Est-ce que vous avez vu là des changements notables dans le discours, dans la forme et dans le fond? Alors, dans la forme, oui, beaucoup de changements. Une préparation d'une conférence sociale où on a été reçu en bilatéral, où on a pu faire valoir vraiment nos propositions, avec une bonne écoute, de longs moments de concertation, et ça s'est passé comme ça avec les autres organisations syndicales, ce qui a permis de préparer un dossier, mais quand on est arrivé à la conférence, on n'a pas eu l'impression que tout était ficelé, et on a eu encore la possibilité de débattre. Donc ça, pour nous, c'est important. Ce qui est important, c'est que chacun puisse, au moment des décisions, peser de tout son poids et pas que tout soit préparé à l'avance. Et bien souvent, on voyait avant que les discours qui étaient prononcés en fin de conférence ou en fin de sommet étaient diffusés à la presse la veille. Donc ça, c'est le gros changement de méthode. Je pense qu'à cette conférence, je pense que le discours qu'a prononcé le Premier ministre, tous les participants en ont découvert la teneur au moment où il l'a prononcé. Et on voit bien que tout n'avait pas été ficelé d'avance et que tout n'avait pas été diffusé dans la presse. Donc ça, c'est un point très positif. C'est vrai qu'on n'a pas entendu, s'ils ne se mettent pas d'accord, on fera une loi. Ça, on ne l'a pas entendu, on avait plutôt l'habitude de l'entendre sur les 5 ans précédents. Et entre vous, organisations syndicales, est-ce qu'il y a eu une collaboration qui a été totale? Est-ce que vous avez senti de la part de l'ensemble des acteurs, côté salarié, même côté patronat, puisqu'il y avait les organisations syndicales patronales aussi, une volonté d'avancer et de faire en sorte que les choses s'améliorent? Est-ce que c'est partagé? Oui, je pense que c'est partagé. Autour des tables rondes, souvent les organisations syndicales ont été complémentaires, les unes soutenant les autres, en allant sur des sujets qui intéressaient plus une organisation qui était soutenue par les autres. Il y avait effectivement un vrai dialogue. Ça, c'est déjà donc un vrai changement depuis le mois de mai, c'est allé assez vite. Voilà. Un autre sujet chaud qu'on a entendu ce matin, Arnaud Montebourg a invité les patrons des fournisseurs d'accès au téléphone mobile, les 4 ou 5, pour relocaliser les emplois sur les plateformes. Il y a quand même un enjeu là de retrouver de l'emploi en France sur ces plateformes qui sont parties en Afrique du Nord ou en Inde. Il y a là, vous, une manière de porter le discours que vous avez sur la traçabilité sociale d'un emploi en France avec des gens qui sont rémunérés à leur juste travail. Qu'est-ce que vous portez auprès du ministre du Redressement productif sur ce secteur d'activité-là, que sont les plateformes téléphoniques? Alors, plateforme téléphonique, je pense que c'est le bon exemple du donneur d'ordre et du sous-traitant. Les plateformes téléphoniques, en fait, on voit bien que là, on n'a pas de convention collective sur les plateformes téléphoniques, convention collective spécifique sur les... Oui, c'est Syntec. Voilà, c'est Syntec, et donc ce n'est pas spécifique aux plateformes. Et donc on voit qu'on n'a pas une vraie grille de salaire qui s'applique
à ces salariés des plateformes, ce qui fait qu'en fait les donneurs d'ordre profitent pour essayer d'écraser les prix au maximum, et du coup les salaires ne peuvent pas être augmentés parce que tout simplement ce sont les donneurs d'ordre qui fixent les marges des entreprises, et on voit qu'on a un système un petit peu sclérosé. Donc qu'est-ce que font ces plateformes s'ils veulent pouvoir avoir un petit peu de marge? Eh bien, tout simplement ils délocalisent. Donc il faut déjà arrêter tout ça, il faut payer à la juste valeur les sous-traitants, et que les sous-traitants puissent payer à leur juste valeur les salariés. Alors on va gagner en qualité de travail, et cette qualité de travail va faire que tout le monde sera gagnant, quoi. Il n'y a rien de pire que pour un client que de se retrouver avec quelqu'un au bout de la ligne qui va se comporter un peu comme une machine, hein, alors qu'on pourra avoir une qualité de service où au bout de la ligne on a quelqu'un qui est formé, qui connaît bien la problématique, qui essaye d'avoir quelques mots d'humain dans la conversation. Et à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux et tout le monde sera gagnant. Parce que je recoupe le problème des centrales téléphoniques avec un autre document que j'ai reçu récemment où on dit en France le coût du travail est trop élevé. Or, on se rend compte que le coût du travail en France est exactement dans la moyenne européenne. Et on s'aperçoit qu'un des acteurs de la téléphonie mobile, qui est le centre de toutes les attentions puisqu'il vient de débarquer sur le marché, a la plupart de ses plateformes en France. Donc on est en train d'incriminer un point qui est le coût du travail en France, alors qu'il semblerait que dans d'autres pays vus comme des paradis, le coût du travail soit beaucoup plus élevé. Je pense à la Norvège, la Suède, la Belgique, qui sont des pays où le coût du travail est plus élevé que le nôtre, et pourtant ils n'ont pas l'air d'être touchés par la crise autant que l'Espagne, le Portugal et l'Italie, qui ont des coûts du travail beaucoup plus faibles que les nôtres. Est-ce que ça veut dire qu'en relevant les salaires dans ces pays-là, on pourrait peut-être les faire sortir de la crise de manière moins brutale que ce qui est envisagé aujourd'hui? Non, mais le coût du travail est à mon avis une mauvaise approche. C'est une question de richesse produite et de partage de la richesse produite. On voit souvent que c'est déséquilibré. Si effectivement on rémunère trop le capital, il ne reste plus suffisamment pour rémunérer le travail, et là on a tendance à dire le travail coûte trop cher. Donc il faut quand même qu'on arrive à réfléchir, et c'était une des négociations aussi qui aurait dû être menée, c'est le partage de la richesse produite. Et quand on aura vraiment des débats sur le partage de la richesse produite, à un certain moment on s'apercevra que si cette répartition est bien faite, le coût du travail n'en est pas un. Donc dans des pays où la crise n'est pas là, il faut peut-être se poser effectivement la question comment est répartie la richesse produite. Et si on va voir d'un peu plus près, on s'apercevra que effectivement la valeur travail est tout à fait payée à sa juste valeur, alors que la finance est peut-être rémunérée un petit peu moins. Donc c'est une question d'équilibre. Alors, il y a des questions d'équilibre, c'est un joli mot de la fin. Donc on va rappeler que la CFTC sera présente sur un stand au Salon des CE à Paris au mois de septembre, 18, 19, 20 septembre, et que la CFTC sera acteur dans un débat sur les conditions de travail et le CHSCT, et que certainement qu'on vous verra sur ce salon, comme le faisait Jacques, et puis vous, ce sera votre premier salon comme président. Comme président, je suis déjà venu en tant que secrétaire général. Vous êtes venu en tant que secrétaire général, en tant que trésorier de la région Alsace sur le salon de Strasbourg. Tout à fait. Vous êtes un fidèle du salon des comités d'entreprise. Donc l'occasion est faite pour vous remercier et puis vous dire à bientôt au salon des CE à Paris, au CNIT à la Défense. Merci Philippe. Avec grand plaisir. Merci à vous.